Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette table ronde qui porte sur la relève dans les 2 confédérations syndicales. Je me présente, je suis Blandine Emilien, je suis professeure à l'École des sciences de la gestion, de l'UQAM, donc de l'Université du Québec à Montréal. Je suis professeure en gestion des ressources humaines et mon équipe de recherche est aujourd'hui composée donc de moi-même, mais aussi d'Adelheid Ege et de Christian Dufault, membres du centre de recherche, du CRIMT. Et nous avons commencé à travailler avec 2 confédérations syndicales sur les enjeux de relève. Et à l'époque, en tout cas en 2019, quand on avait lancé cette recherche, on avait entendu un peu les préoccupations des organisations syndicales qui nous disaient ben, on s'inquiète pour notre relève, on s'inquiète pour la pérennité aussi de nos organisations. Et on se demande aujourd'hui qui nous devons recruter et comment, ou qu'est-ce qu'on peut faire pour renouveler, donc reproduire notre militance, mais la militance que nous avons essayé de prôner pendant toutes ces années avec nos traditions respectives, mais qu'on avait quand même un problème d'identification du meilleur bassin pour, dans nos régions respectives pour pouvoir assurer cette pérennité. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons lancé une recherche qui est financée aujourd'hui par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH. Et nous nous sommes dit, bon, ben, on va se poser la question. Alors, si les organisations syndicales ont aussi des enjeux de relève, donc, moi, c'est venu me chercher avec mon chapeau de ressources humaines. Je me suis dit, ben, on va parler RH aux confédérations syndicales à partir de maintenant pour voir ce qu'ils vivent, peut-être qu'ils sont tout aussi similaires que ce que vivent certains employeurs dans des organisations à profit, et peut-être d'autres différemment, puisque les missions sont très différentes et l'idéologie différente. Donc, qu'est-ce qu'ils vivent dans ces manques ou ces lacunes dans les bassins, que ce soit du Québec comme du Pays basque Sud et Goaldé, où justement on va naviguer aujourd'hui pour ces questions de relève. Donc, j'ai avec moi 3 dirigeantes de 2 confédérations syndicales. Je vais les laisser se présenter, mais vraiment en synthèse par rapport à leur rôle et aussi à présenter leur syndicat rapidement, même si peut-être tout le monde connaît la CSN au Québec. Alors, j'ai avec moi Nathalie Arguin et Katia Lelièvre de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, et Madame Amaya Munyoa de ELA, de syndicat TOA, donc le syndicat pour la solidarité des ouvriers basques. C'est bien ça? Voilà. Je vais vous demander de vous présenter et de nous parler un petit peu, donc brièvement, de vos confédérations respectives. Merci. Nathalie Arguin, je suis secrétaire générale au comité exécutif de la Confédération des syndicats nationaux, la CSN. La CSN regroupe 330 000 membres, 1600 syndicats dans plusieurs régions, dont je vais laisser la parole à Katia pour présenter l'ensemble des régions qu'on représente. Et puis, je suis entre autres responsable du service des ressources humaines à la CSN, donc toute la gestion du personnel, la dotation, les relations de travail à l'intérieur d'une centrale syndicale. Moi, je m'appelle Katia Lelièvre, je suis troisième vice-présidente à la CSN. Dans mes responsabilités, j'ai entre autres le service d'appui à la mobilisation et la vie régionale, ainsi qu'à les conseils centraux. Ça va un peu ensemble parce que ce service-là est séparé dans les 13 régions du Québec pour bien desservir les syndicats un peu partout. Et évidemment, on a des élus aussi responsables dans chacune des régions du Québec là, de la vie régionale, puis de faire avancer les dossiers de la CSN. Mais je suis aussi responsable de la majorité des dossiers de discrimination, dont, entre autres, le dossier des jeunes. Donc, il en sera plus question de celui-là aujourd'hui, mais aussi LGBT et les communautés, les relations interculturelles et les autochtones. Donc, voilà. Moi, je m'appelle Amalia Munyoa. Je viens du syndicat ELA, comme disait Blandine, du Pays basque Sud, qui est la partie du Pays basque qui est sur le territoire espagnol et qui a une population de 2,7 millions d'habitants, pour faire un peu l'idée. Et donc, la confédération syndicale est là et la confédération majoritaire sur ce territoire. Et disons que loin devant le deuxième syndicat. C'est une confédération qui a 103 000 affiliés. Et dans notre cas, c'est une affiliation qui est directe à la Confédération. Nous avons des régions et des fédérations professionnelles. Et donc,
Donc, nous organisons le territoire sous 12 régions et nous organisons la totalité des secteurs professionnels dans 3 fédérations professionnelles, l'industrie et le bâtiment, les services publics et les services privés. Et comme une petite présentation de l'organisation, j'en reste là. Peut-être une petite précision de Nathalie et de Katia. Amaya disait que dans leur cas, l'affiliation se faisait directement à la Confédération. Oui, à la CSN, on a le principe de la triple affiliation. Donc, les syndicats, chaque syndicat est autonome et décide de s'affilier à la CSN, donc à la Confédération, à sa région, donc à un conseil central et à sa fédération, donc qui s'occupe par secteur d'activité. Il y a 8 fédérations à la CSN, dont différents secteurs d'activité. Je ne vais pas toutes les nommer, là, mais bon, on a un beau site Internet là, que vous pouvez aller visiter qui va vous expliquer tout ça, et 13 régions, donc 13 régions au Québec. Et il y a aussi un syndicat qui a une affiliation exclusivement confédérale, qui est le syndicat des agents de la paix fédéraux, donc qui sont sur le territoire canadien, dans toutes les provinces, donc il y a une affiliation exclusivement confédérale. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on est vraiment ici pour parler de la relève à l'intérieur des appareils confédéraux, donc vraiment les employés, les membres élus et salariés de la Confédération, donc pas des syndicats locaux, je tiens à le préciser. Mais on est quand même à l'affût de tous les phénomènes économiques et sociaux qui pourraient justement influencer des besoins en matière de relève ou de compétences, peut-être des besoins nouveaux ou des besoins renouvelables, des besoins qui sont difficilement comblés. Donc, avant de commencer à parler vraiment de vos pratiques en tant que telles, de recrutement, etc., j'aurais voulu vous demander s'il y a des phénomènes en ce moment, que ce soit au Québec comme au Pays-Bas-Sud, qui font que vous vous inquiétez pour ce bassin que vous recherchez, pour la relève de vos confédérations. Qu'est-ce qui se passe? On entend au Québec, par exemple, parler de la judiciarisation. On entend on veut du better work, donc on veut de l'amélioration du travail. Quels sont les éléments aujourd'hui au Québec et au Pays-Bas-Sud qui vous préoccupent pour trouver la meilleure relève à l'intérieur du Donc, tout d'abord, c'est sûr que la judiciarisation est dans le portrait depuis quand même plusieurs années. C'est encore un enjeu, mais avec la pandémie, c'est clair qu'on dirait qu'on est un peu fatigué de parler constamment de la pandémie, mais il y a des impacts. Il y a des bons côtés, il y en a des moins bons. Je vais commencer par le bon côté, ça dépend comment on peut le gérer, mais l'ouverture sur le télétravail. En milieu syndical, on est des gens qui travaillons sur le terrain. Donc, il n'y avait pas vraiment de notion ou de système de télétravail d'instaurer. Donc, ça s'est instauré de façon très rapide et à notre grande joie, les services ont continué les syndicats ont continué à desservir de façon très efficace durant la pandémie. Donc, c'est sûr que là, maintenant, on est dans l'arrimage, on n'est plus dans l'urgence. Il faut trouver comment arriver le télétravail, comment continuer à vivre en étant avec un travail terrain et une présence terrain tout en conciliant ça avec le télétravail. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense, qui va nous occuper pour les prochaines années parce qu'on est encore, même si on convient d'entendre sur les façons de faire, on est encore beaucoup dans une mouvance en ce qui concerne le télétravail. Tout le monde est en train de chercher ses repères, puis on ne fait pas exception là-dedans. Aussi, au niveau du militantisme, je laisserais peut-être aller ma camarade parce que on parle beaucoup de ressources humaines à l'interne, puis on ne parlera pas de syndicats locaux, mais pour nous, toute la relève syndicale, même quand on parle de salariés, on ne peut pas séparer ça, on ne peut pas faire abstraction des syndicats locaux qui sont un bassin là, de futurs salariés potentiellement là, à la CSN. Bien, si je peux juste rebondir sur ce que Nathalie vient de dire, en fait, c'est un peu vrai, puis le syndicalisme a été malmené dans les dernières années, dans les dernières décennies, surtout dans les médias. Donc, au niveau des syndicats locaux, l'implication est plus difficile et ça a des répercussions sur notre capacité de recrutement des militants dans l'appareil. Donc, pour en faire des salariés ou en faire des élus, parce que les deux demandent des gens avec des valeurs qui ressemblent à la Confédération. Puis, c'est soit on recrute dans les écoles avec des gens qui ont été plus par un apprentissage standard, je dirais, là, ou par militance
des gens qui ont eu une expérience terrain et qui ont appris de l'autre, qui, qui a passé un peu son apprentissage. Mais bon, on constate que pour les syndicats locaux, le recrutement est plus difficile et ça déboule jusqu'à la Confédération. Donc, on doit travailler à tous les niveaux pour être en mesure de combler notre bassin de militants. Là. Donc, ça, je pense que ça fait partie des enjeux, là, la baisse de popularité du syndicalisme là, dans les dernières décennies. Bien, moi, je dirais qu'à ELA, on ne dirait pas qu'on a une difficulté spécifique en ce moment par le contexte qu'on vit pour attraire des personnes qui viendraient être soit élues en tant que délégués, soit salariés en tant que permanents à l'organisation. Ça serait plutôt que l'exigence qui est aujourd'hui celle d'être délégué syndical dans un contexte de précarité et de rapports de force compliqués avec les entreprises et dans un contexte où le travail syndical à faire est très exigeant dans une confédération, que ce soit au service juridique ou que ce soit sur des responsabilités politiques, fait qu'on se pose la question et qu'on est très exigeant au moment de recruter, et parce qu'on sait justement que ce n'est pas facile. Donc, je dirais que dans le cas de ELA, un peu le point fort, mais aussi le point faible, non, serait que, ELA, je disais avant que c'est un syndicat majoritaire, mais c'est un syndicat majoritaire qui ne répond pas tellement au canon européen de syndicat majoritaire. Nous pratiquons un syndicalisme combatif, revendicatif, où la base de notre action, c'est l'organisation du centre de travail pour être en meilleur rapport de force pour la négociation collective. Et donc, c'est quelque chose qui attrait les gens qui veulent faire changer les choses, mais qui suppose aussi une exigence importante, comme je disais avant. Et donc, résultat un peu de ces éléments que je cite, c'est vrai que quand on va voir, disons, dans l'évolution naturelle du travail syndical, donc des personnes qui s'impliquent dans les centres de travail, qui sont délégués, qui sont militants et qui devraient être la source pour être permanents, eh bien, on a des besoins plus grands que les personnes si on peut le dire comme ça, parce que c'est vrai qu'il y en a, mais c'est vrai que le niveau d'exigence qu'on se met sur notre tête fait qu'on ne comble pas le besoin qu'a ELA, qui est vrai. C'est vrai aussi que le nombre de permanents a augmenté de façon importante pendant les dernières années. Et donc, on est obligé de voir d'autres façons d'aller chercher les gens au-delà, disons, du chemin naturel, de la militance. On va parler du chemin naturel, du nouveau chemin naturel juste après. Je voulais juste clarifier pour le public. Vous dit, on vient de clarifier ce que tu appelles un maillage permanent ou ce que vous appelez justement conseiller syndical. Admettons que des étudiants vous demandaient là, ce que vous voulez dire par membre élu, salarié, c'est quoi la distinction que vous faites ou est-ce que vous en faites une distinction? Que vous pourriez clarifier justement ces postes-là en particulier? Ouais, en fait, chez nous, il y a chaque fédération, chaque conseil central a un exécutif, ils ont une structure. Souvent, il va y avoir une instance entre les instances où est-ce que les fédérations vont séparer par secteur, par différents secteurs d'activité, et eux aussi doivent être élus, font partie d'une instance de la fédération. Donc, il y a quand même beaucoup d'élus. Il y a des salariés de la CSN, donc des gens qui sont embauchés par la CSN, puis par les fédérations. On est 11 employeurs. Est-ce que Nathalie va sûrement, c'est elle qui est responsable de ça, pourrait vous faire un peu plus le topo, mais 11 employeurs. Mais, donc, il y a une différence entre les
Les élus qui prennent les décisions plus politiques sont renouvelables aux 3 ans. Donc, tu as un mandat de 3 ans et au congrès suivant, tu ressollicites ou non un nouveau mandat, alors que les salariés sont permanents à la CSN, ils sont employés par la CSN. C'est ça, ils vivent comme ils sont régis par la convention collective des salariés de la CSN, ce qui n'est pas nécessairement le cas des élus. Est-ce que tu veux rajouter, Nathalie? Oui, peut-être pour juste le commun des mortels aussi, dans le fond, puis peut-être en termes de nombre aussi, là, on a une centaine d'élus, toutes structures confondues à la CSN, il y a environ 600, 650 salariés. Et les salariés, comme Katia l'a mentionné, puis comme je disais, pour le commun des mortels, c'est des personnes qu'on embauche. On tombe dans un processus plus classique de dotation, tandis que les élus, ce sont, comme le terme le dit, des personnes élues dans les différentes instances avec des mandats à durée déterminée. Et il arrive que des personnes salariées deviennent des membres élus, éventuellement. Oui, là, à ce moment-là, dans le processus, là, ça change de processus, mais il n'y a pas un raccourci ou un processus différent. S'il y a une personne élue qui désire devenir salarié, il y a un processus à suivre, la même chose. Et inversement, c'est un salarié qui veut se présenter, de poser sa candidature en tant qu'élu aussi, peut se présenter, ça fait partie des statuts, c'est inclus dans les statuts règlements de la CSN. Donc, puis à la CSN, on partage cette philosophie que un coup, tous ces statuts bien expliqués, on travaille tout le monde ensemble, c'est un grand travail d'équipe, on a tout le monde un rôle différent, mais on travaille tout le monde ensemble. Et en castillan, on dit toujours permanente, est-ce qu'on parle? Non, on dit liberados. Donc, chez nous, je disais avant que les 103 000 affiliés à ELA sont directement affiliés à la Confédération. Et donc, c'est la Confédération qui est responsable du développement de tous les services, que ce soit des fédérations, que ce soit des régions, que ce soit confédéral. Et donc, tous les permanents sont des permanents de la Confédération. Et il y a là des responsabilités politiques, si on peut le dire comme ça, et des responsabilités plus techniques. Et chez nous, c'est vrai que les parcours des personnes sont assez variés, mais ce n'est pas du tout rare qu'il y ait des personnes qui soient permanents dans un service plus technique, que ce soit par exemple un service juridique ou la communication, par exemple, et qui après, dans ce parcours, passe à avoir une responsabilité dans une fédération ou dans une région. Et ça, c'est quelque chose de très courant chez nous, et donc qui exige que tout le monde, indépendamment de l'endroit où elle est permanente, évidemment, elle est censée de bien faire son travail et les tâches qui lui sont assignées, mais toutes les personnes qui sont permanentes partagent, disons, une militance et sont dans leur décision d'être permanent. Ce n'est pas un emploi, c'est faire partie d'un projet militant. Et c'est quelque chose qu'on soigne beaucoup donc à l'entrée des nouveaux, parce qu'on sait qu'on a besoin de renouveler le syndicat. Et donc, il faut qu'on soit très exigeant sur cette question à l'entrée pour que ces parcours soient possibles et que ces parcours soient le plus ouverts et avec le plus grand potentiel possible. Une question un peu naïve, mais c'est quoi le profil un peu idéal pour la choix d'un salarié, notamment, ou une personne que vous voulez avoir comme salarié à la CSN, et de la même manière, et là, c'est qui votre libérateur qui fait l'affaire et qui représenterait une relève potentielle? Qu'est-ce que vous attendez comme compétence? Je sais pas. À part le fait qu'il soit militant et qu'il soit en projet, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres compétences que vous recherchez? Peut-être que vous ne trouvez pas autant que vous voudrez aujourd'hui. Ouais. J'aurais tendance à dire qu'il n'y en a pas de moule, parce qu'il y a tellement de services différents. Une confédération syndicale, c'est travailler avec des gens totalement différents, qui viennent de secteurs d'activité complètement différents. Donc,
un modèle de personne pour être parfait dans une situation X qui n'a pas fonctionné dans une autre situation. La même chose pour les services, un service informatique, communication, soutien à la vie régionale. Il y a tellement, c'est tellement de panoplie de compétences, puis de savoir-être, puis d'approches différentes. Donc, ça prend vraiment, je dirais vraiment avec des critères les plus généraux possibles. Donc, ça prend quelqu'un qui a du jugement, puis quelqu'un qui est capable du jugement dans le sens où il n'y aura jamais le mode d'emploi décrit. On aura beau se donner toutes les procédures qu'on voudra. Il n'y aura jamais un mode d'emploi clair sur le travail à faire quand on fait du syndicalisme. Donc, je pense que ce serait peut-être un critère commun à tout le monde d'être à l'aise avec cet état de fait-là, y aller avec ses expériences personnelles, y aller avec ses acquis, puis au meilleur de ses connaissances quand la situation se présente. Peut-être que tu peux rajouter, surtout que toi, tu formes le temps. Moi, je dirais que à la CSN, ce qu'on remarque qui est un peu différent des autres milieux de travail, c'est à quel point le travail en équipe est important. Souvent, les décisions se prennent en équipe, il y a des débats à l'intérieur de l'équipe, on recherche le consensus. Donc, ce n'est pas un milieu de travail où il y a une direction qui arrive de façon très rigide avec une directive, puis tout le monde fait ça comme ça. On débat, on échange, puis on fait les plans de travail ensemble, puis on avance ensemble. Fait que je dirais que, à mon avis, là, une des conditions sine qua non, c'est d'être capable de travailler en équipe. Sinon, rapidement, ça nous amène dans un mode qui est plus en confrontation, puis aussi la capacité de se rallier aux décisions d'équipe quand on les a bien débattus puis qu'on a bien échangé là-dessus. Moi, je pense que s'il y a une condition sine qua non là, à la CSN, c'est d'être capable de travailler en équipe avec les autres. C'est très important. Mais moi, je dirais que je partage ce qui a été dit ici. Et pour ajouter un peu dans notre cas, disons que, bon, évidemment, il y a les compétences nécessaires pour la tâche, pour le travail en équipe, pour l'esprit, disons, qui colle bien avec la culture du propre syndicat, la position idéologique. Et on cherche là des procédances, des provenances différentes, que ce soit formation, que ce soit en militance dans les différentes Ça peut être matières. en dehors du syndicalisme. Oui. Souvent, quand on parle surtout de personnes jeunes, et parfois très jeunes, moi je dirais que un pourcentage très très élevé de l'embauchement qu'on fait, c'est de personnes qui ont à peine de parcours syndical. C'est-à-dire, quand je parlais avant de la voie naturelle, elle nous donne des âges de plus de 35 ans. Alors, quand on peut aller chercher des gens qui ont entre 25 et 35 ans, c'est d'autres provenances. Et donc, un peu, pour essayer d'apporter un peu plus sur ce qu'on essaye. Après, évidemment, la réalité nous met à notre place. Mais avant, je parlais de l'exigence du travail qu'on peut faire, pour nous, le besoin absolu d'organisation des centres de travail. Donc, on cherche des personnes où on croit que cette capacité ou ce potentiel existe. Parce qu'on sait qu'après, les parcours sont différents, les besoins vont être différents, mais ce dont on a le plus besoin et qui est le plus pas évident à trouver, et c'est cette capacité d'organisation et de faire que nos sections syndicales, nos secteurs etc. avancent. Et bon, je vais faire l'autre sens, puisque tu parlais justement de la voie naturelle. Donc, qu'est-ce que tu entends par recruter par la voie naturelle ou la voie non naturelle? La question, c'est comment est-ce que vous recrutez, que ce soit chez là comme à la presse?
Donc, la voie naturelle, moi j'appelle ça, eh bien, on est dans un syndicat, donc on travaille plus dans le monde du travail. Je dis plus parce qu'on ne travaille pas exclusivement dans le monde du travail. Bon, on défend les conditions de travail, mais on défend aussi un modèle de société, donc on a d'autres espaces de travail. Mais on a une voie naturelle parce que dans toutes les entreprises, il y a des élections syndicales et donc il y a des personnes qui se présentent au nom de ELA. On fait un grand travail pour justement les personnes se présentent pour être représentantes au nom de ELA. Et donc la voie naturelle, c'est que tout ce travail qui est fait et toutes ces personnes qui font un travail syndical au quotidien dans leur centre de travail et dans leur secteur, et qui ont un rapport avec ELA, eh bien, puissent à un moment donné sortir de leur endroit particulier pour venir être permanent à ELA. Alors, j'appelle ça naturel, mais si on tient compte de l'âge d'incorporation au marché du travail, la possibilité d'arriver à avoir une minimum de stabilité, encore plus d'être présenté en tant que représentant syndical. Donc, cette voie naturelle dont je parle, elle mène inexorablement à 35 ou plus. Et en plus, je crois qu'il faut le dire aussi, on ne trouve pas toujours les profils qu'on cherche pour le travail syndical ou pour les postes de permanents qu'on peut couvrir. Donc, on a fait recours à la voie non naturelle, même très hétérodoxe, et je crois que dans le monde syndical, qui peut être questionné comme ça très facilement, mais je dirais qu'à ELA, on la pratique sans complexe et les résultats sont assez intéressants parce que ça fait au moins 20 ans qu'on s'aide d'un service externe c'est comme une agence de placement, voilà, ou de sélection. Alors, c'est vrai que ce n'est pas n'importe quel, c'est une autre façon de travailler avec ses conseillers et je pense qu'elle est très différente à la façon de travailler des entreprises non syndicales. Mais c'est vrai que c'est des professionnels qui nous aident parce qu'ils cherchent ils nous aident à trouver les profils qu'on cherche et ils nous aident à faire un travail de sélection d'une façon professionnelle que nous, on ne ferait pas de la même façon. Alors, évidemment, ce processus, c'est nous qui le finissons parce que ces conseillers, ils finissent par nous présenter des candidatures. Normalement, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils ont peur de nous. Mais donc, ils font un travail qui aboutit à la présentation de candidatures. Après, nous, on fait passer en interview et si ça marche, eh ben, on l'embauche. Donc, la pratique de gestion de ressources humaines, comme on verrait dans des entreprises privées, à peu de temps. Voilà. Et à la CSN. Ben, moi, je vais prendre l'aspect un peu plus militant. Oui. Mais j'aurais envie de parler de l'école de la relève à la CSN parce que ça fait quand même plusieurs années. Puis, on a de la difficulté à recruter les moins de 35 ans. Ben, l'école de la relève, c'est justement son bassin, c'est 35 ans et moins, c'est la règle pour y aller. Justement parce que cette difficulté-là, elle était rencontrée aussi dans les syndicats locaux. À la base, ça s'adresse pour créer des militants dans les syndicats locaux, mais comme on l'a dit tantôt, c'est un peu le chemin naturel, à partir du syndicat local, puis après ça, s'impliquer au niveau soit régional par le conseil central ou soit sectoriel par la fédération. Donc, l'école de relève, c'est fascinant de voir à quel point ça crée de la rétention. Moi, je ne m'en étais pas rendu compte avant qu'on demande dans les conseils centraux. Cette année, il y avait des congrès des conseils centraux, puis dans certains conseils centraux, le comité jeunes, parce que c'est fait par des jeunes. En fait, c'est des jeunes qui animent l'école de la relève et on leur laisse du temps pour se parler, se connaître, briser l'isolement un peu de « je suis jeune, je suis tout seul dans mon syndicat à m'impliquer ». Donc, en voyant d'autres jeunes qui s'impliquent ailleurs, mais c'est fascinant de voir dans les conseils centraux, dans les congrès, donc il y a des syndicats qui viennent, puis on a demandé
à un moment donné, on reconnaissait 1, 2, 3 personnes. Puis quand on disait qui a fait l'école de relève à la CSN, là, c'était impressionnant. Dans les conseils centraux, on en avait 10, 15 qui levaient la main. Puis il y en a, ça faisait plusieurs années. Ça apporte une militance longue durée, je dirais, dans certains cas. Et c'est probablement, c'est ça, le fait de ne pas se sentir isolé à faire du syndicalisme tout seul dans son syndicat, être jeune, mais aussi le fait qu'il croise des gens de l'exécutif, on le fait dans un milieu fermé, donc ça se fait à jouvence un peu. Donc les gens ont le temps le matin, c'est une formation, l'après-midi, on essaie de faire des activités un peu de team building, mais sinon, c'est libre où est-ce qu'ils échangent entre eux. Et le soir, c'est des conférences où est-ce qu'on peut échanger sur des thèmes. Et cet échange-là crée des liens qui perdurent dans le temps. Fait que je pense que c'est une façon qu'on devra. Puis là, mais la pandémie a été. On revient souvent sur la pandémie, mais ça a été dur sur l'école de la relève parce qu'on ne pouvait pas la tenir. Puis ça ne se faisait pas virtuellement. Là, je ne pense pas que ça aurait eu le même effet. Donc, ça a été un petit peu dur là-dessus. Mais on a beaucoup de demandes actuellement pour faire un même programme, mais pour les 35 ans et plus. On ne pourrait pas appeler ça la relève, ça peut être des recrues, ou je ne sais pas comment on appellerait ça, mais il va falloir qu'on réfléchisse à ça. Comment aller capter les gens qui commencent à s'impliquer pour pas qu'ils se découragent, parce que des fois, ils se découragent avant de vraiment avoir les compétences et les apprentissages qui leur permettent de s'impliquer davantage. Moi, j'en fais partie des 35 ans et plus, et puis c'est après que j'ai commencé à m'appliquer syndicalement. Donc, ça peut être aussi peut-être des travailleurs étrangers qui arrivent plus tard, ou même qui pourraient s'appliquer, que ce soit dans la je l'entends. Amaya parlait de terminer le processus de recrutement donc à l'interne. Donc, vous, quand vous identifiez la relève à l'école de la relève, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne doit tout de même postuler pour des postes ou est-ce que dès que vous l'identifiez, vous arrivez à le faire passer, il y a un passage direct vers la confédération si vous êtes intéressé par ce qui se passe? Je vais vous laisser répondre, c'est juste, mais il y a pas de passage direct. On pourrait le dire en même temps sur le même ton. Non, il n'y a aucun passage direct de n'importe quelle source. Comme ça, tantôt, qu'on provienne soit des élus ou des salariés, puis inversement, si on veut se faire élire, c'est le processus d'élection, puis si on veut travailler à la CSN, c'est le processus de sélection. Puis ça, je le savais qu'elle s'est compléter plus tard, mais je pense qu'il faut faire attention. Là, je profite de ta question, puis ça me fait penser. Plus la relève est rare, puis plus on a tendance permettez-moi l'expression, mais à sauter dessus. Donc, là, il y a un nouveau qui arrive ou une nouvelle qui arrive, qui a du potentiel. Et puis là, soit son syndicat local lui donne des gros dossiers ou la fédération s'y intéresse pour tel comité, le conseil central de sa région aussi pour telle implication, puis la CSN, il le pense, puis là, des camarades le verraient, bon, personne conseillère syndicale. Ça, il faut faire attention parce que je trouve que ça existe depuis toujours, de trop en mettre sur les épaules des nouveaux qui ont du potentiel. Mais là, avec la rareté de main-d'œuvre et de relève militante comme salarié, on peut être plus encore tenté à un peu s'arracher ces nouvelles recrues-là puis les décourager. Parce qu'il ne faut pas oublier que le travail syndical, puis je dis le travail, mais c'est le militantisme, là, mais au bout, pour certaines personnes, c'est leur travail, comme élu aussi, c'est un travail, mais c'est demandant. Ça demande une grande implication, de l'engagement, ça chevauche souvent la vie personnelle avec la vie au travail, si on veut, mais la vie militante. Donc, c'est déjà demandant. Ça, des fois, c'est un frein en partant sur le fait de vouloir s'impliquer à un niveau ou à un autre, de vouloir travailler à la CSN ou dans une autre organisation syndicale. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce volet-là. Puis là, ça va. Je ne veux pas digresser parce qu'on avait quand même d'autres moyens. Je ne sais pas si tu voulais y aller sur le recrutement. Ça, j'allais dire, le tri de CV, par exemple, du côté des ELA se fait aussi par ce service externe. Chez vous, il y a un tri de CV qui se fait à l'interne. Donc, vous pourrez peut-être nous expliquer un peu les brièvement. Oui, au service des ressources humaines. Puis maintenant, je vais avec le service des ressources humaines et de formation. Je vais le mentionner. Donc, il y a tout le volet de formation aussi, qui est une autre question, mais qui fait en sorte en tout cas, on travaille beaucoup aussi sur la rétention. Mais au niveau du recrutement, oui, à l'école de la relève, il y a des initiatives militantes. Puis, on a
le recrutement traditionnel, donc qui se fait à l'interne par le service des ressources humaines. Ça, je vais y revenir parce qu'on est en train de travailler autre chose. Et l'autre chose qui est en place aussi depuis plusieurs années, puis qui fonctionne encore bien, c'est la banque de militants. Donc, c'est d'offrir à l'intérieur de notre bassin militant. Puis là, on l'élargit aussi aux personnes qui sortent de l'école. Par exemple, ce n'est pas strictement réservé à des militants. Donc, d'aller faire la banque de militants, c'est-à-dire d'aller faire, si je veux expliquer ça rapidement, un 6-7 semaines, incluant des stages et de la formation, puis après ça, passer au travers d'un processus de sélection. Donc, c'est ça ça permet de recruter, ça permet aux participants de voir si c'est un milieu qui les intéresse vraiment pour y travailler. Ça, c'est une chose qui est en place depuis longtemps et qu'on conserve encore. Puis, notre recrutement plus RH, si on veut, on était habitué avec le temps, il y avait une volonté, comme c'est expliqué par mes camarades, tant chez ELA qu'à la CSN, une volonté chez les militants en vieillissant, il y a une relève qui s'en vient militante, puis d'aller travailler, donc d'en faire son travail. Et il y en venait de d'autres sources aussi à l'extérieur, donc d'avoir un peu comme une file d'attente, de dire pour aller travailler à la CSN, il faut attendre son tour. Comme on a vu dans d'autres milieux de travail, où ça prenait des années avant d'être capable de travailler, par exemple, 2 jours ou d'avoir un emploi à temps complet dans un endroit, puis maintenant, on ne parle même plus de ça, c'est d'avoir du monde. Et puis la même chose, c'est qu'il a fallu s'adapter parce que tout ce qui se faisait à l'interne au niveau des ressources humaines, il a fallu revoir nos façons de faire. Puis pour ce faire, on a fait affaire à une firme de consultante externe qui pas nécessairement dans un premier temps pour aller, oui, des chasseurs de tête occasionnellement quand on a besoin urgent et qu'on n'arrive pas à combler, mais dans un premier temps pour faire un diagnostic de notre fonctionnement au niveau de tout le processus de recrutement à la CSN. Puis c'est tout récent, là, ce diagnostic-là a été fait, réalisé au cours du printemps. Puis là, on est en train de mettre en place le plan de travail, le plan d'action pour dire, bon, mais par quoi on commence pour arrimer nos façons de faire avec les nouvelles réalités du marché du travail. Oui, je veux juste dire aussi que Nathalie parlait dans les syndicats, on a souvent des pépinières dans nos syndicats, mais en même temps, ça prend un équilibre. Parce que si on va chercher trop de militants en même temps ou en un temps rapproché dans un syndicat, c'est le syndicat qu'on déstabilise et c'est lui qu'on met à risque. Donc, on est un peu, on va des fois chercher, mais dans ceux à qui on offre les services, donc il faut, ça prend un équilibre quand même, il faut s'assurer de ne pas mettre en danger les syndicats locaux. Est-ce que vous vivez ça aussi du côté de chez ELA, où vous trouvez l'équilibre entre ce qu'il y a chez vos membres et ce qu'il y a chez vous à l'interne? Moi, je dirais que pour faire un peu la comparaison avec la CSN, dans notre cas, il nous est arrivé donc justement d'identifier des militants ou des délégués et de leur proposer d'être permanents à ELA, et sachant que ça allait avoir un effet négatif, en tout cas au début, à la section syndicale qui est ce qui correspond aux syndicats locaux de la CSN. Mais bon, je dirais que après, c'est une autre façon de comparer, c'est dans ELA, où je disais avant que tous les permanents sont des permanents de ELA, mais ils peuvent être une fédération, une région, dans un service. Et c'est vrai que en fonction des besoins de l'organisation, les gens changent de responsabilité. Et là, souvent, quand on a besoin de combler quelque chose, comme il y a un refrain en espagnol qui dit « on déshabille un saint pour en habiller un autre ». Ou alors, donc souvent, on a cette sensation de… Mais je dirais que ça arrive, mais on arrive à un équilibre. En tout cas, je ne crois pas qu'on ait des spécial problèmes avec ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes, par exemple, à ELA, si on voit le nombre de permanents qu'il y a dans chaque… que ce soit les fédérations, les services, etc. Le service juridique est un service important en nombre de personnes qui… Et c'est vrai que
que bon, bah, c'est plus facile de recruter des jeunes, même qui ne sont pas encore militants, mais qui vont l'être, et qui puissent aller combler des besoins au service juridique. Et donc, c'est une porte d'entrée ou disons, qui est constamment ouverte parce qu'on a besoin de combler des besoins, parce que justement, du service juridique, il y a beaucoup de personnes qui vont faire d'autres choses après avoir passé 1 an, 2 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, ça dépend. Mais, et donc, bon, on n'a pas de problème d'équilibre parce que c'est pas une grande difficulté de remettre à la place. Et ce que tu dis, on recrute peut-être des jeunes, je pense qu'il va être militant. Moi, ça m'interpelle, surtout par rapport à la rétention. Katia parlait de la rétention tout à l'heure. Parce que recruter, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que quand on parle de la relève, on a une inquiétude de comment est-ce qu'on les forme, comment est-ce qu'on fait d'eux la relève, que ce soit élu ou salarié. Donc peut-être que ma prochaine question, c'est une fois qu'ils sont recrutés, en mauvais anglais, so what? Donc, oui, je pense que c'est important. Et avant, quelqu'un parlait de l'école de la relève, c'est avant le recrutement, mais disons que le moment du recrutement est important, mais je pense que c'est aussi important ou encore plus important ce que tu fais après. Parce que, en tout cas, chez nous, l'objectif ou le défi ou notre culture, c'est une fois que quelqu'un devient permanent et là, et ben, l'idée, c'est qu'il y reste. Et qu'il fasse des longs parcours à la fonction où il est ou à n'importe quelle autre fonction. Et donc, pour que ça soit possible, bon, ben, il faut s'occuper des personnes qui rentrent à l'organisation. Il faut faire en sorte qu'ils répondent bien aux tâches qui leur sont assignées, mais il faut qu'ils soient à l'aise. Et il faut qu'ils concluent que ce mode de vie, disons, militant, mais aussi, disons, qui est militant, mais c'est son travail. voilà. Et donc, il finit par être presque un mode de vie, est une bonne idée pour l'indéfini. Et donc, ça demande beaucoup et on fait des efforts, mais on a quand même beaucoup de choses. Si on fait la liste de tout ce qu'on aimerait faire mieux, elle est longue. Elle est longue. Pourquoi? Parce que le besoin de formation, le besoin d'accompagnement, le besoin de suivi, le besoin, tout va à l'encontre du tas de travail qu'on a. Que ce soit les nouveaux, qui assez vite vont avoir assez de travail, et que ce soit de toutes les personnes qui sont appelées à justement faire cet accompagnement. Donc, c'est une question qui nous préoccupe. Et on a donc différentes je sais pas comment que ce soit des plans de formation ou des plans de suivi qui sont en marche, mais qui sont justement en quête d'amélioration. Tu peux nous donner peut-être juste premièrement un exemple de formation que vous donnez, juste pour des personnes qui ne connaissent pas, disons, le milieu syndical, c'est quoi le type de formation qu'un membre élu ou salarié a dans une confédération en tant qu'employé? Eh bien, disons qu'il y a toujours la formation qui est liée à la fonction concrète, mais après, il y a une formation qui est, j'appellerais ça politique, syndicale politique, qui dure longtemps, qui dure à peu près 1 an, et où il y a des sessions mensuelles. Alors, parfois, c'est une journée, mais on essaie que parfois, ça soit au moins 2 journées pour que les gens qui s'y rencontrent puissent, à part suivre la formation, qu'elles puissent aussi se rencontrer, partager et que ça soit convivial. Et donc là, le contenu de ce qui est proposé,
ça a à voir avec tout ce qui est important pour le syndicat. Et on donne aussi de l'importance à que les personnes qui sont formatrices dans cette formation, ce sont les responsables du comité exécutif de l'ELA. Et on pense que ça, c'est important et pour les membres du comité exécutif, parce qu'on a la possibilité donc de rencontrer des groupes de 15-20 niveaux qui font ensemble la session. Et on pense que c'est aussi important pour ces personnes nouvelles, à part de se rencontrer entre elles, et d'avoir une connaissance, un partage, un lien avec les personnes nouvelles. Et à la CSN, qu'est-ce qui se passe en termes de formation? Une fois que les personnes sont passées par l'école de la relève ou non, ça arrive, on peut les retenir, on peut en faire de la relève, parce qu'on fait une formation pour qu'ils deviennent des syndicalistes, finalement, des employés. Sûrement, Nathalie, vous pouvez parler là, de la banque de militants, où est-ce qu'on les forme d'avance. Au niveau des élus, moi, je vais prendre plus ce bout-là. On avait avant une formation qui allait plus pour les élus. Il y a eu, à un moment donné, on a comme laissé tomber. J'avais de la difficulté à dire de quelle façon, mais on a comme laissé tomber ça et on a beaucoup de demandes pour le remettre et on va devoir travailler là-dessus. Donc, comment? Parce qu'il y a un grand renouvellement aussi au niveau des élus. Là. Je veux dire, même quand on regarde juste à l'exécutif de la CSN, c'est assez spectaculaire. Là. Il n'y a personne qui est dans la même chaise. Il y a une seule personne qui était là avant, à l'autre mandat, puis maintenant, il n'y a personne dans la même chaise qu'avant. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des renouvellements massifs comme ça dans nos exécutifs, ce qui fait qu'il y a des besoins de formation. Et à l'heure actuelle, je dirais qu'ils ne sont pas comblés. Donc, on va devoir travailler là-dessus, on en est conscient et on va devoir travailler là-dessus pour les élus, à tout le moins. Je pense qu'on ne s'attendait pas à un renouvellement aussi rapide, puis on n'a peut-être pas vu venir assez. Et concrètement, c'est justement une des formations, un peu comme la question à Maya, de la banque des militants. La banque, c'est une forme de formation le plus fermée. Mais une fois que les gens sont arrivés, là, c'était plus la question, une fois que les gens sont arrivés, soit comme militants ou comme élus ou comme salariés. Comme salariés, on a des équipes. On a une équipe qui travaille sur la formation des salariés avec un programme de formation spécifique qui dure depuis longtemps et qui est encore de plus en plus en demande. C'est sûr que quand on parle de renouvellement, de main-d'œuvre constante, la formation, c'est crucial. Donc, ça, c'est en place. Donc, des formations de base, de rôle d'une personne conseillère, d'une personne employée de bureau, des formations sur le droit du travail, l'arbitrage, donc des formations là, pour faire le travail en tant que tel. Ça, c'est encore hyper important. Puis, il y a beaucoup de demandes aussi de renouveler aussi la forme de formation, d'y aller avec des capsules, d'essayer de faire les choses différemment. Fait que donc, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Puis, mais ça, c'est un des volets de la formation. La formation aussi pour les militants. Il y a une autre équipe qui s'occupe de ça à la CSN, donc pour les militants syndicaux. Donc, comment être membre de l'exécutif, comment faire sa trésorerie, comment faire le travail de secrétariat, comment faire les griefs, comment s'occuper des dossiers syndicaux à la base. Il y a aussi une équipe qui travaille là-dessus. Il y a énormément de demandes là aussi. Donc, comme Maya disait, il y a trop de demandes, il y a beaucoup de travail pour ce qu'on est capable de faire si on a besoin de beaucoup de ressources puis de renouvellement à ce niveau-là. Puis, comme Katia disait, au niveau des élus, puis ça m'amène à dire une des raisons, je pense que ça a été un peu laissé tomber. Il y avait des formations, par exemple, sur le leadership, sur le travail en équipe. Ça, c'est resté. Il y en a une sur le rôle d'employeur en tant qu'élu à la CSN. Donc, on ne peut pas arriver comme militant syndical puis devenir jour en main employeur, d'avoir un minimum de base, ne serait-ce que le fonctionnement interne à la CSN. Donc, ça, c'est un bout de formation aussi. Fait que les besoins sont vraiment multiples. Mais à la CSN, ça s'est fait longtemps aussi par un grand bout d'informels, c'est-à-dire les plus expérimentés qui transmettaient aux nouveaux arrivés, tant au niveau des élus, des militants que des salariés. Et c'est ça qui s'est perdu comme rapidement parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis à la retraite. On est dans le phénomène de la pénurie de main-d'œuvre aussi. Fait qu'on s'est retrouvé avec des équipes où il y avait 50 de nouvelles personnes de moins de 2 ans d'ancienneté. Donc, ça a créé une pression énorme. Là. Donc, l'informel ne pouvait plus fournir avec tous les moyens que les équipes ont pu se donner là, en termes de soutien, mais ça ne pouvait plus fournir. Donc, ce qu'on a
tout récemment mis en place et qu'on est en train d'instaurer, c'est un programme de mentorat. Donc, d'essayer sur une période d'environ 3 ans, de dire là, on donne un grand coup, on libère des personnes expérimentées. Oui, il y a peut-être un impact sur est-ce qu'on est vraiment en mesure d'enlever des personnes expérimentées. On peut aller chercher aussi des personnes fraîchement retraitées ou qui aspireraient à la retraite bientôt. Bref, on garde pour le bassin. Et ces personnes-là vont être concentrées sur le mentorat des nouveaux, donc pour les environ 3 prochaines années, pour essayer de se remettre à niveau à ce sujet-là. Je vais penser à une petite question peut-être pour Amalia. Justement, est-ce qu'il y a l'implication des retraités dans la transmission informelle ou formelle? Est-ce qu'il se passe quelque chose par rapport à cette transmission informelle au niveau de la partage? Disons que la transmission informelle existe beaucoup. Non? Avant, quand je disais on a des outils, donc mais c'est pas assez, il faut les améliorer. Mais j'ai facilité que c'est accompagné évidemment d'un informel, d'une partie informelle très importante. Parce que quand une personne arrive dans une équipe, et ben, c'est ceux de l'équipe qui vont transmettre ce qu'il y a sur les tâches, mais aussi vis-à-vis du syndicat, mais pas précisément les retraités. On ne travaille pas sur cette façon-là. Et nous, là-dessus, si on peut permettre, je pense que comme ça arrive dans d'autres milieux de travail, là, pas juste syndicats, mais dans des programmes un peu plus spécifiques comme ça, on peut y penser, mais régulièrement, on va demander à des pour venir s'occuper d'un dossier spécifique, intense ou d'absence qui n'était non prévue, puis il y en a beaucoup qui répondent à l'appel, mais on ne peut pas compter que sur ça. Mais je pense que ça fait partie là, de l'ensemble des ressources dont on dispose. Mais peut-être quand on parle de transfert de connaissances, Nathalie a fait un bon bout, mais et comme on a eu beaucoup de départs, beaucoup de nouveaux arrivés, cette culture-là du transfert de connaissances s'est perdue à l'interne, mais c'est perdu aussi dans nos syndicats. Donc, les conseillers vont moins le faire avec les syndicats locaux. Les élus de syndicats vont moins avoir tendance à le faire, ce qui fait que ça rapetisse encore plus notre capacité à recruter dans les syndicats locaux qui n'ont pas le transfert de compétences. Donc, on arrive plus difficilement à se sentir apte à dire je vais passer à une autre étape, je vais lever la main pour être volontaire, pour me faire élire dans un exécutif ou aller salarié à la CSN. Tout est dans tout, comme on dit au Québec. Le renouveau syndical, il est à tous les niveaux. Oui, il faut s'occuper vraiment de la base pour qu'on puisse, mais on se rend compte que le problème descend aussi. Donc, Et on parlait des personnes à la retraite. Une information qu'on avait là, c'est aussi que les retraités sont jeunes. Il y a eu un rajeunissement aussi de l'effectif. Peut-être que tu pourrais nous partager ce système que vous avez mis en place, si tu peux bien. Quand on parle de retraités, c'est entre guillemets à manière jeune. Disons que c'est lié avec ce que je disais avant de comment on conçoit le travail syndical qu'on a à faire, le niveau d'exigence. Et donc, notre conclusion est que pour faire ce qu'on veut faire, et ben, l'âge de retraite légale est bien trop tard. Et en plus, avec les réformes, ça va plus loin encore. En Espagne, en ce moment, parce que la législation applicable au Pays Basque, c'est la législation espagnole pour les retraites, c'est 67 ans. Donc, pour faire ce qu'on veut, on pense que d'un côté, 67 ans, c'est trop. Et en plus, ça dificulte énormément le renouvellement, le rajeunissement de l'organisation. Donc, ça fait plus de 20 ans, en 99, il y a eu une réflexion et une décision pour assurer un renouveau. Et donc, il y a un système qui coûte cher aux syndicats, mais on pense que c'est très important de le financer pour que les permanents de ELA partent avant l'âge de la retraite, et donc avant l'âge légal. Et donc, on a un système qui fait qu'à 61 ans, les personnes partent en pré-retraite. Et pour la direction, l'obligation d'abandonner les postes de direction est à 59 ans.
Donc, ce qui permet que les directions soient plus jeunes. Et je voulais dire que, uni à ce système, quand cette réflexion a été faite à ce moment-là, il y a aussi une réflexion sur l'importance d'assurer que le renouveau se fait dans des bonnes conditions. Et pour ces bonnes conditions, il y a eu différents éléments de très différentes natures qui ont été posés sur la table et même décidés. Qui est par exemple que quand une personne part à la retraite, il vaut mieux qu'elle parte vraiment parce que ça va aider à consolider les nouveaux responsables. Ou par exemple de décider qu'il faut penser très à l'avance les relèves qu'il va falloir faire à certains postes, que ce soit au comité exécutif ou que ce soit dans les secrétaires généraux des fédérations, etc., pour après ne pas se retrouver confronté à une espèce d'étranglement. D'un vide dans la dynamique des structures. Et est-ce que c'est nouveau pour vous, cette manière de faire? Donc, c'est ça, donc je suis un tout petit peu dessus. Est-ce qu'il y a un résultat par rapport à la relève avec ce départ prématuré? Je vais faire attention à planifier structurellement. C'est sûr qu'il y a des résultats très, très concrets, parce que quand cette décision a été prise en 1999, par exemple, au comité national, qui était à ce moment-là de 36 personnes, les 36 c'était des hommes, par exemple. Aujourd'hui, on a agrandi le comité national, on a une instance différente au comité national qui s'appelle le comité national amplifié, où on est 52 et où plus de la moitié, on est des femmes. Alors, ça a à voir aussi avec ça. Ou si on voit l'âge des personnes qui sont dans la direction, et bien c'est sûr que ça a un effet direct et important. Et après, c'est vrai aussi que dans notre organisation, comme il y a un recrutement assez qui se fait avec des personnes jeunes, mais dans l'idée de les faire passer très vite dans différentes fonctions, ça fait aussi qu'il y a des personnes qui sont à la direction, qui sont encore pas trop vieilles et qui, ça fait 20 ans qu'elles sont là où elles sont. Par exemple, moi, ça fait 20 ans que je suis avec Négatif. Je veux dire que ça ne veut pas dire que ce soit une bonne idée. Mais disons qu'il y a des résultats qu'on ne retrouve pas dans d'autres organisations et qui s'expliquent uniquement par notre façon de faire les choses. Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, parce que ça me fait penser, puis on n'en a pas parlé avant, puis je ne veux pas si ça ne se prête pas d'y répondre tout de suite, mais parce qu'on regarde tous les spectres par tous les angles, comment avoir plus de monde, puis la rétention peut-être des retraités ou la rétention du personnel qu'on attire jusqu'au syndicat local, mais je trouve qu'il y a un aspect, puis je ne sais pas si ça fait partie de votre recherche-action, mais puis je pense, je ne sais pas si c'est correct que je pose une question à l'animatrice, mais je me dis au niveau, parce qu'on dit souvent, nous aussi, je ne sais pas, tantôt, Amaya l'a un peu abordé, mais on dit souvent comme impression, puis je ne sais pas si c'est réellement documenté, est-ce qu'on parle assez du syndicalisme à l'université, dans les cours de droit, puis dans les cours de relations industrielles ou dans d'autres sphères là, qui sont connexes, mais on se pose souvent cette question-là, puis on dit il faut essayer de rayonner un petit peu plus, mais ça part aussi des études. Je vais répondre. Il y a peut-être quelqu'un qui pourra répondre pour on est plusieurs à pouvoir en parler, mais moi, Katia, je tiens à vous remercier parce que grâce à vous, justement, je parle des syndicats dans mon cours. Et notamment du cas du STEM-SAQ. Donc, oui, on en parle. On met un point d'honneur à parler au moins autant des syndicats que des responsables de relations de travail pour que les futurs gestionnaires aient une meilleure connaissance de ce monde-là et puis éventuellement choisissent la branche syndicale. En tant que prof de gestion des ressources humaines,
je vais vous avouer que c'est une nouveauté. C'est-à-dire que quand je parle d'entreprises à but non lucratif ou d'organisations associatives, tout ça, ça arrive, on parle des ONG et tout ça qui sont aussi employeuses. Mais parler des confédérations syndicales comme des employeuses, c'est flyé, comme on dit au Québec. Ça vient susciter une curiosité chez les étudiants, mais ce n'est pas très commun. Donc, je ne peux que parler pour mon environnement à moi, dans mon milieu. J'imagine être une des seuls profs en gestion des ressources humaines généralistes qui utilisent comme cas des confédérations syndicales comme employeurs. Ce n'est pas si on en parle en relation de travail, on en parle si on parle de santé et sécurité au travail, on parle si on parle de risques psychosociaux et ce que font les parties prenantes. Mais parler de ressources humaines, notre question de recherche, d'ailleurs, nous, on a trouvé qu'on pouvait voir des similarités, des distinctions à faire, que ce soit idéologique comme aussi conceptuel. Mais pour répondre à ta question, Nathalie, c'est assez, c'est pas si commun ou c'est quelque chose à creuser. Et cette conversation qu'on est en train d'avoir, moi, je n'arrête pas de penser à mes étudiants en vous entendant parce que ce sont des vrais problèmes de ressources humaines que vous avez, mais que on pense que vous ne les avez pas parce que vous faites les choses différemment. C'est beaucoup mes questions aussi, peut-être un peu naïves, mais ça vient aussi de cette interrogation qui pourrait venir d'étudiants en gestion, par exemple, notamment. Oui, j'ai déplacé l'écran parce que je vais bientôt ouvrir la partie questions à des personnes qui sont peut-être en ligne et aussi à la salle. Je voulais juste peut-être poser une dernière question, si on peut faire brièvement pour cette dernière question avant de passer aux questions. On a parlé du recrutement, on a parlé de la rétention, on a parlé de nombre d'élus salariés ou de libéraux qu'on considère comme étant dans vos projets respectifs de militance. Comment est-ce que vous faites pour arrimer justement cette relève que vous recherchez dans votre appareil confédéral à un projet? On parlait de féminisation, par exemple, du Conseil, du Comité national du Canada. Est-ce qu'il y a un projet à l'intérieur d'ELA ou de la CSN qui est un projet militant qui se reflète ou qui vous fait vous poser vraiment des questions sur cette relève de l'unité? Je pense à la féminisation, je pense aux jeunes, je pense, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans vos confédérations respectives qui vous amène à vous dire, ben, là, on doit vraiment repenser notre conseiller syndical ou notre libéral ou sur le terrain? Ça serait peut-être la glace, je te laisserais peut-être aller avec la campagne parce qu'il y a quand même un aspect entre les bref. Mais je regarde, c'est au niveau du militantisme en général, un changement là que des fois, on est plus dans la perception. C'est pour ça que la recherche est vraiment intéressante. Ça va beaucoup pouvoir documenter tout ça. Mais qu'auparavant, on faisait les approches faites pour que la personne aboutisse salarié, élu ou militante là, syndicale, mais avec l'aspect du syndicalisme en premier temps. Puis là, ça se module beaucoup, ça, justement. C'est d'aller chercher quelqu'un, peut-être qui a un intérêt pour les questions environnementales, puis de faire le lien avec le travail. D'aller chercher quelqu'un qui a un intérêt, c'est ça, au niveau du féminisme, au niveau des disparités de traitement, au niveau de toutes sortes de discrimination, peut-être, ou d'enjeux qui sont plus ciblés, puis la personne ne s'étend pas nécessairement d'embrasser le syndicalisme au sens large, mais de dire, OK, je vais aller m'impliquer, mais pour tel dossier. Puis cette approche-là, je pense qu'il faut un peu la bonifier plutôt que chercher quelqu'un et de la mettre sur un poste dans un comité exécutif avec des dossiers à prendre en charge. Je pense qu'il faut de plus en plus travailler à aller chercher quelqu'un par intérêt sur un dossier qui a un début puis une fin. Puis après ça, de voir si la personne, on a été capable de l'accrocher un tout petit peu pour lui proposer d'autres choses par la suite. Merci. Bien, on a aussi, moi je dirais qu'on essaie de recruter dans les communautés culturelles. On est très, très blanc. Et donc, on doit faire un effort là-dessus. On le fait à travers un programme, on est en train de mettre sur pied un programme d'accès à l'emploi, mais aussi par la campagne pour un syndicalisme inclusif qui passe par nos syndicats, où est-ce qu'on tente, de faire cesser le racisme, mais avec aussi comme effet secondaire d'inclure, d'être plus représentatif dans nos structures syndicales
Et on pense qu'à terme, ben, ça va nous amener comme centrale à être plus représentatif. Parce que si on dit, nos syndicats, c'est notre pépinière, bien évidemment, les militants qui arrivent de ces syndicats-là, s'ils sont plus multiculturels, ben, éventuellement, la centrale va pouvoir aussi le devenir. Donc, on tente de donner des bonnes pratiques pour inclure les différentes communautés culturelles, là, soit les immigrants récents ou même des fois de deuxième, troisième génération, dans nos structures syndicales, comment les intéresser, comment aller les chercher. Souvent, c'est par la santé et sécurité, par des moyens qui ne sont pas nécessairement nos moyens traditionnels. Donc, on doit se pencher là-dessus. Puis, on a une campagne là, qui est en cours parce qu'on constate qu'on a un problème. Là. Moi, je ne sais pas si je vais très bien répondre à ta question, mais disons que je ne dirais pas qu'on est précisément dans une réflexion pour changer le profil. Je dirais que, évidemment, on cherche des personnes qui représentent certaines valeurs, mais ça avant aussi, disons, qui aillent avec le syndicat, des personnes qui vont porter ce que le syndicat prône, que ce soit sur le monde du travail, l'idéologie, sur le modèle de société, etc. Si on va, il est quand même question de faire un effort pour que différentes questions non syndicales soient très présentes à l'intérieur. Mais je dirais, je crois qu'on ne pourrait pas dire qu'en ce moment, on a quelque chose de spécifiquement différent dans la recherche des profils des personnes. On a d'autres, mais ça sort un peu du sujet d'aujourd'hui, non, mais des réflexions importantes, par exemple, sur le modèle militant, qui demande des réflexions profondes et qui évidemment vont avoir après un effet sur tout, sur les militants en général et les permanents. Mais pour répondre à ta question, je dirais que beaucoup. Je regarde l'heure, je vais ouvrir, je me permets 12 minutes, donc de dépasser le 45 un tout petit peu. S'il y a des questions en ligne, c'est le moment. S'il y a des questions dans la salle aussi, questions, oui, vous pouvez continuer. Pas de problème. On n'a pas d'interprétation pour nos panélistes, donc je vais traduire. S'il y a une question en anglais, je vais la traduire en français simultanément. Allez-y. J'avais une question pour Mme Munoa, en fait, parce que j'étais très intéressé quand vous mentionnez le fait que vous avez mis une limite justement sur l'âge pour faire partie d'un exécutif, puis aussi le fait que vous avez ouvert votre comité national pour que plus de femmes puissent y avoir accès. Souvent, c'est quelque chose qu'on parle souvent, en fait, que les hommes âgés prennent en fait un pouvoir structurel et ne veulent pas le lâcher. Et donc, comment est-ce que vous avez été capable de convaincre ces groupes-là, souvent avantagés, de laisser de la place? Eh bien, moi, je dirais que ça a été une conviction partagée de la direction. Je veux dire, ce n'est pas venu d'en bas. C'était une réflexion de la direction à l'époque, une conviction que c'était absolument nécessaire de faire quelque chose comme ça. Deuxièmement, je dirais que ça a demandé de la générosité de la part des hommes, pas de ceux qui avaient déjà l'âge ou qui avaient déjà passé je ne sais combien d'années dans la direction, mais justement des hommes qui pouvaient avoir 40 ans à ce moment-là et qui, évidemment, étant donné qu'il fallait faire la place aux femmes, donc la conviction ou la détermination de la direction qui l'a décidé, la générosité de ceux qui ont assumé ça comme un besoin et un défi collectif. Et troisièmement, je dirais que chez nous, personne se donne des coups pour être à la direction. Des coups pour être à la direction. Parce que c'est pas drôle. Je crois que c'est un élément important. Vous dites qu'il n'y a pas de compétition pour les postes de direction. Ah, intéressant. OK. Merci beaucoup.
Il y a de la compétition chez vous pour les postes de direction, si je peux me permettre cette petite question. Ça dépend des congrès. Ça dépend des ça dépend, c'est comme les élections ailleurs, hein, ça dépend des fois. Puis, au dernier congrès, il y a eu quand même 2 postes là, qui étaient impliqués par plus qu'une personne. Puis, C'est souvent les postes vacants. oui, ben ça, c'est vrai qu'il y a c'est quand il y a un poste, il y a quand même un genre de retenue, on dirait encore, mais il n'y a rien de statutaire là-dessus. Là. Ça reste à la fois puis dans l'informel, puis dans comment les gens se sentent, j'imagine, mais effectivement. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Excusez-moi, je suis arrivé tardivement, mais c'est tellement passionnant et pour connaître à la fois les 2 organisations. Et je vais dire à la blague à Maya que vous vivez bien votre retraite. Mais il y a beaucoup plus et vous en avez parlé, j'en suis certain. Mais j'avance une hypothèse que le personnel des organisations syndicales et les politiques de ressources humaines doivent être nourris de conflits sociaux. Et dans l'absence de conflits sociaux structurants, il y a des problèmes importants de ressources humaines parce que ça devient bureaucratique, etc. Alors, bien sûr, s'il y a juste des conflits sociaux, mais j'aimerais tester l'idée avec Ella, mais le CSN est aussi intéressant dans le sens que peut-être il y a quelques exemples de conflits sociaux, mais il n'y en a pas assez pour générer les ressources humaines adaptées au nouveau contexte. Et le problème, c'est de trouver les conflits sociaux et d'instrumentaliser ces conflits sociaux. Est-ce que tu pourrais donner un exemple de conflit social parce que je comprends? Allez-y, Christian. C'est pour compléter la question de Grégor, il y a une chose que Amaya n'a pas évoquée, c'est que pratiquement pour devenir permanent à ELA, il faut être bascophone. Et il faut s'inscrire dans une position syndicale, c'est-à-dire on est pour la souveraineté du Pays basque. Ce qui n'est pas directement une question syndicale, vous en faites une question syndicale, et peut-être bien que c'est justement un élément de conflit qui est extrêmement structurant pour susciter des vocations syndicales à ELA. C'est-à-dire que si on a envie de promouvoir la souveraineté basque, ELA est un bon endroit. Et un autre exemple que je donne, je dirais que le mouvement féministe des années 70 et 80 a produit énormément de nouveaux leaders et c'était structurant. Mais actuellement, je ne suis pas convaincu, pas dans le cas de Ella, je pose la question, mais par exemple dans le CSN, mais vous pouvez me corriger, qu'il n'y a pas cet aspect générateur d'une nouvelle génération de leadership qui n'est pas, ce sont des faits, mais c'est là un effet structurant sur la capacité de l'organisation syndicale. Moi, j'ai étudié jeune les syndicats britanniques et tout le mouvement de la Deuxième Guerre et des délégués d'atelier a produit une génération de leaders dans les années 60 et 70 qui ont été très structurants. Très souvent, emportent de loin le conflit social. Je parle trop parce que je m'intéresse à la question dans votre cas. La passion parle. Moi, je dirais que, par exemple, il y a la question nationale, mais tout au début, je disais, ELA est un syndicat majoritaire qui sort des normes des syndicats majoritaires européens. Et quand je dis ça, ça veut dire que ELA considère que dans le contexte actuel dans lequel on vit, la seule façon d'améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des travailleurs, c'est d'organiser le conflit et d'organiser la grève. Et donc, notre action est totalement centrée, on fait d'autres choses, mais totalement centrée sur améliorer notre rapport de force pour la négociation collective dans les centres de travail et dans les secteurs, et renforcer la caisse de grève
Et c'est des éléments très structurants. C'est des éléments aussi exigeants, parce qu'avant, quand on parlait du recrutement, que les gens restent et tout ça, donc c'est un syndicalisme exigeant, mais mais c'est très attrayant pour qui veut faire partie d'une organisation qui est aujourd'hui un outil efficace et utile à la classe travailleuse. Est-ce que je peux permettre je ne sais pas si j'ai une réponse claire à la question, mais par contre, je trouve la question très intéressante, puis ça me faisait réfléchir au fait qu'on a eu quand même une arrivée de militants quand même importante dans nos rangs après 2012. Donc, la grève étudiante au Québec a apporté un lot de militants intéressants là, dans nos rangs, des gens qui avaient eu à se battre pour une cause. Puis en effet, je pense que les grandes luttes sociales, quand ils ont été menées, ont amené des gens qui se sont dit, tiens, on regarde le syndicalisme par une autre lorgnette. Mais à l'époque, on faisait beaucoup plus de propagande de façon un peu plus directe aussi dans le passé. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, mais c'est intéressant comme réflexion. Oui, ben, j'allais à peu près dans le même sens, parce que d'abord, le mouvement féministe, ben, il y a eu le mouvement féministe, il y a eu plein de mouvements, mais le mouvement féministe, le mouvement de la question, toute la question nationale aussi, donc ça a été une époque où ça a été générateur d'arriver dans les rangs de la CSN, c'est certain. Puis là, l'autre grand, là, c'est vraiment 2012, là, la grève étudiante, mais ça fait en sorte aussi que c'est pas étranger à ce qu'on vit, c'est que tous ces gens-là sont arrivés du féminisme, la question sur la souveraineté, ils sont partis à la retraite, là, ou vont bientôt partir. Donc, il y a comme un creux de vague, puis on est peut-être dans un entre-deux là, à ce niveau-là, en train de se questionner aussi parce que c'est deux sources de militantisme. Je dirais qu'on ne partage pas toujours non plus les mêmes objectifs, fait que ça peut créer aussi des frictions quand on est dans la mouvance et des différences de vision. Fait que je pense qu'on est un peu là-dedans. Puis il n'y a pas eu quand même, le mouvement étudiant, ce n'est pas l'ampleur du mouvement féministe. Puis ça a été plus restreint dans le temps, mais c'est bien intéressant comme réflexion là-dessus. Excusez-moi, le point que je voulais faire sortir, c'est je crois que l'engagement au conflit et la politique de recrutement est là. D'après ce que j'ai lu des luminaires de Blandine et Adelaide et Christian, c'est dans ce sens-là que c'est vraiment structurant et c'est une politique de ressources humaines où on dit, dans l'absence de conflit, on ne génère pas les ressources humaines et le militantisme dont on a besoin. Et l'autre organisation que j'ai vue dans cette orientation-là, ce n'est pas pour lever le drapeau, mais c'est un peu ce que Unifor a tenté de faire ces dernières années. Ils ont connu des difficultés au cours de la dernière année, mais en choisissant des conflits cibles, et puis on dit, on met tout l'appareil derrière. Et vous l'avez fait à certains moments, le CSN aussi, mais on ne le voit pas en ce moment, mais peut-être c'est parce que je ne suis pas assez au courant, mais c'est intéressant d'y réfléchir. Si on a encore 2 minutes, j'ai 2 questions sordides. La première, c'est comment vous positionnez votre personnel sur le marché du travail en termes de salaire, par exemple, parce que c'est un élément comme un autre. La deuxième question, c'est celle du financement, parce que avoir du personnel, ça veut dire s'engager sur le très long terme. Du coup, la question, mais vous consacrez quelle part de vos ressources au financement de votre personnel? Bien, sur la question salariale, je dirais de la façon globale, ça dépend des. Là, on a 2 minutes, c'est vrai que c'est sordide, mais on n'a pas assez de temps. Mais sur la question, à la CSN, on a une politique salariale, je dirais, qui est basée sur la question du généralisme. Tu sais, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de disparité salariale, ce n'est pas par type d'emploi, donc c'est 2 grands types d'emploi. Les employés de bureau, les techniciens, les conseillers syndicaux, peu importe ce qu'ils font, c'est dans le même bassin. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des réflexions autour de ça qu'on commence à regarder parce que ça vient vraiment ébranler les colonnes du temple. C'est un principe assez fondamental qui existe depuis longtemps à la CSN.
Puis, quand on se compare sur le marché du travail, par exemple, au service juridique ou quelqu'un qui est en actuariat, on ne parle pas de la même chose. Donc, on ne peut pas donc continuer à ce moment-là sur le même, d'être encore des généralistes et qu'on a une similarité de salaire qui est un peu étranger à ce qui se passe sur le marché du travail. Fait que donc, on réfléchit à ça. Puis sur la question du financement, je n'ai pas le chiffre. Le trésorier, ça aurait été bon qu'il soit là, mais au niveau, dans le fond, les salaires à la CSN, c'est les services. Donc, c'est en haut de 85 là, je ne serais pas gênée de dire ça, là, qui va parce qu'à chaque fois qu'on met du salaire à la CSN, c'est des services au syndicat. Donc, c'est la très, très, très large partie du budget de la CSN. Merci. Je vais compléter donc en vous remerciant votre générosité pour tout ce partage. Merci à notre adjoint, Catherine Lièvre et à Amalia Munoa. Voilà. Pour votre participation à cette table ronde et pour ces informations sur la gestion de la relève dans les confédérations. Merci encore.